bienvenue encore à cette soirée du Big Bang au Big Bang. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc nous accueillons Nicolas à distance, confinement, enfin post-confinement oblige. Et donc Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire où tu travailles et puis ce que tu fais brièvement, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Nicola Malavasi, j'ai 33 ans et je suis italien. Et je suis un postdoc, ça veut dire un chercheur avec un contrat de durée déterminée, à l'IAS à Orsay, à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, dans le groupe Biopic. Et donc tu travailles sur quel genre de sujet? Parce que l'astrophysique à l'IAS est assez large. Alors, mon domaine de recherche est l'astrophysique extragalactique. Ça veut dire que j'étudie tout ce qu'il y a hors de notre galaxie, les autres galaxies et les structures qu'elles habitent. Et donc pour étudier ces galaxies finalement qui sont plus ou moins lointaines dans l'univers, est-ce que toi tu fais de la théorie? Est-ce que tu fais des observations? Est-ce que tu construis des instruments au sol ou qui vont dans l'espace? Voilà, comment tu t'y prends en pratique toi pour essayer d'étudier ces galaxies? Alors moi, j'utilise des observations Mhm. et j'utilise des catalogues des galaxies et des catalogues de sources qui ont été créés par des sondages à grand ciel des galaxies et qui ont été faits par des autres groupes de recherche. Il y a dans des zones du monde, il y a des télescopes, il y a des gens qui utilisent ces télescopes et ils créent des catalogues de galaxies avec leurs propriétés, leurs positions et leurs propriétés physiques. Et moi, j'utilise ces catalogues pour faire mes études. Et ça arrive aussi que parfois j'utilise des simulations numériques qui ont été faites eux-mêmes par des autres groupes de recherche avec des très grands ordinateurs. Et effectivement, parce que les données que tu utilises, en fait, elles sont extrêmement complètes, donc ça demande des années d'observation et d'intégration sur des champs, et donc ça demande de gros travail d'équipe. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ces données, justement, et puis ces simulations éventuellement, avec ces données sur des grandes zones du ciel, avec plein de couleurs, plein d'informations, tu l'as dit, les propriétés physiques, les masses, etc. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça, et tous ces catalogues et toutes ces données? Le but de mon travail, c'est d'essayer de comprendre comment les structures que les galaxies habitent peuvent influencer leur évolution. Alors, les galaxies ne se trouvent pas distribuées uniformément dans l'espace, mais elles habitent des structures qui s'appellent des amas de galaxies ou bien des filaments ou des vides. Et alors, d'abord, j'essaie de trouver ces structures dans la distribution des galaxies. Ça veut dire que j'utilise les positions des galaxies pour comprendre où sont positionnées cette structure. Et puis, j'essaie de comprendre si le fait que les galaxies soient dans une structure ou pas, ça puisse changer leur masse, leur taux de formation d'étoiles ou leur couleur ou leurs autres propriétés. Donc leurs propriétés, ouais. Donc tu parles d'évolution des galaxies, de masse, de couleur. Enfin, couleur, c'est donc le flux en fonction de la couleur et de la longueur d'onde. Mais est-ce qu'on voit une galaxie donnée changer de masse ou changer de formation d'étoiles ou changer de couleur? Parce que l'univers est vieux et long et les échelles de temps sont très longues. Donc ça veut dire quoi, évolution des galaxies? Ça veut dire quoi quand la masse augmente? Est-ce que tu vois une galaxie changer de masse parce qu'elle accrète de la matière? Voilà, comment ça marche? Non, alors on ne peut pas observer ça parce que les galaxies évoluent sur des échelles de temps de plusieurs millions ou centaines de millions ou milliers d'années. Mhm. Mais ce qu'on peut voir, c'est d'une façon statistique qu'il y a des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles et des galaxies qui ne forment pas d'étoiles, des galaxies qui sont très peu massives et des galaxies qui sont beaucoup massives. Et on peut interpréter ça comme une évolution. Par exemple, au long de sa vie, une galaxie peut passer d'un état où elle forme beaucoup d'étoiles à un autre état où elle ne forme pas d'étoiles. Et euh, il doit y avoir eu quelque chose qui a changé cette propriété pour des galaxies. On peut observer ça statistiquement si on observe beaucoup de galaxies. Effectivement, on n'arrive pas à suivre individuellement, mais globalement, sur des échelles de temps dans l'univers, on arrive à voir ça. Et donc, tu es spécialiste de en fait trouver des trous et des pleins et des filaments et des nœuds dans l'univers, finalement, c'est ça?
Oui, mon travail, ça se passe à l'ordinateur où j'utilise des logiciels qui permettent d'étudier une distribution de points dans l'espace. Dans mon cas, les points, c'est les positions des galaxies. Et c'est en effet des logiciels sont utilisés aussi par les mathématiciens ou ceux qui étudient la géométrie d'un espace. Et moi, j'essaie d'utiliser ça pour détecter des zones d'espace où on a beaucoup de galaxies très concentrées ou des structures longues et subtiles qui sont comme des filaments. Donc, ce que tu fais, c'est de la cosmologie et donc tu utilises beaucoup de statistiques. Est-ce que tu peux nous indiquer brièvement ton parcours? Parce que donc tu as dit que tu étais italien, tu travailles en France, je crois que tu as beaucoup voyagé. Voilà, comment se sont passées de tes études, je crois, en Italie jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui a motivé ce côté voyageur de ton parcours? Oui. Alors, moi, j'ai fait mon lycée et l'université en Italie. Mon lycée à Carpi, qui est la ville où je suis né, et l'université, je l'ai fait à Bologne, qui est près. Et j'ai fait aussi mon doctorat à Bologne. Et pendant les 7 derniers mois de mon doctorat, je les ai passés à Marseille à travailler avec des chercheurs français. Et puis, j'ai fait 1 année et demie de postdoc aux États-Unis, à West Lafayette, en Indiana, pour Purdue University. Et puis, je suis revenu en France il y a 2 ans pour travailler à l'IAS avec les groupes biotiques. Donc ce trajet Italie, France, États-Unis, France, avec tout ça, tu dois parler plusieurs langues. Tu parles combien de langues et lesquelles? Je parle 3 langues. Je parle italien, qui est ma langue maternelle, français et anglais, qui me servent pour mon travail et je les ai appris à l'école, les deux. Oui, oui, l'anglais est une langue, oui, internationale par excellence. Qu'est-ce qui fait que, le petit, Nicolas, peut-être quand il était petit, avait voulu devenir astrophysicien ou pas d'ailleurs? Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as suivi ce parcours-là? Est-ce que c'est une envie de petit garçon ou c'est venu au cours de tes études? Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé pour devenir astrophysicien? J'ai pris la décision de devenir astrophysicien entre le troisième et la quatrième année du lycée. En été, j'ai lu un livre de John Gribbin. C'est un livre de vulgarisation des sciences Mmh. qui parlait des trous noirs et des étoiles compactes, des naines blanches Mmh. et tout ça. Et j'ai décidé que c'était mon parcours, que je voulais faire ça dans ma vie. Et en effet, je suis allé à l'université avec l'idée de trous noirs et puis j'ai changé complètement de sujet pendant l'université. Bah oui. Mais oui, c'est ça qui a développé mon intérêt. Bah oui, comme quoi la vulgarisation, c'est important aussi. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes, justement, à des jeunes qui nous écoutent pour, soit qui doutent, soit qui veulent embrasser une carrière, peut-être d'astrophysicien, mais peut-être aussi d'autres métiers? Voilà, ce serait quoi tes conseils, pour des jeunes, pour qu'ils suivent éventuellement leurs rêves? Alors, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'essayer d'être honnête et dire que c'est difficile. Donc, c'est pas une université qu'il faut faire si on n'est pas motivé. Euh, il faut se rappeler toujours que c'est des sujets difficiles et il faut étudier, il faut s'appliquer et il faut avoir de la constance dans les études et parfois accepter qu'on n'arrive pas Mmh. à tout comprendre et donc il faut insister encore plus et étudier encore plus. Euh, Cela dit, une fois qu'on arrive à faire ce travail, je trouve que c'est très stimulant et c'est un travail que j'aime beaucoup parce que c'est toujours différent. Il n'y a pas de jour où je fais la même chose. C'est aussi un travail pour lequel il sert beaucoup de créativité. Donc, parfois, c'est vraiment utiliser son imagination pour comprendre comment extraire de l'information des données ou quoi investiguer ou quelles questions se poser pour arriver à comprendre ce qu'on veut étudier. Et donc, ça répaye à la fin les efforts qu'on a fait pendant l'université.
On le dit rarement, mais effectivement, la recherche, c'est aussi une très grande créativité, une très grande liberté de penser et Oui, oui. c'est des caractéristiques, sur lesquelles on n'insiste pas assez souvent, là, notamment la créativité. Bah, merci Nicolas et bonne Merci à toi. continuation. Au Merci. revoir. Au revoir. Les étoiles, Alphonse de Lamartine. Il est pour la pensée une heure sainte, alors que s'enfuyant de la céleste enceinte, de l'absence du jour pour consoler les cieux, le crépuscule au mont prolonge ses adieux. On voit à l'horizon sa lueur incertaine, comme les bords flottants d'une robe qui traîne, balayer lentement le firmament obscur, où les astres ternis revivent dans l'azur. Alors ces globes d'or, ces îles de lumière, que cherche par instinct la rêveuse paupière, jaillissent par milliers de l'ombre qui s'enfuit, comme une poudre d'or sur les pas de la nuit. Et le souffle du soir qui vole sur sa trace, les sème en tourbillons dans le brillant espace. De ces astres brillants, son plus sublime ouvrage, Dieu seul connaît le nombre et la distance et l'âge. Les uns déjà vieillis pâlissent à nos yeux, d'autres se sont perdus dans les routes des cieux. D'autres, comme des fleurs que son souffle caresse, lèvent un front riant de grâce et de jeunesse. Dans la danse céleste, ils s'élancent et l'homme, ainsi qu'un nouveau-né, les salue et les nomme. Cependant, la nuit marche, et sur l'abîme immense, tous ces mondes flottants gravitent en silence, et nous-mêmes, avec eux emportés dans leur cours vers un port inconnu, nous avançons toujours. Souvent, pendant la nuit, au souffle du zéphyr, on sent la terre aussi flotter comme un navire. Et l'homme sur l'abîme où sa demeure flotte vogue avec volupté sur la foi du pilote. Soleil, monde flottant qui voguait avec nous, dites s'il vous l'a dit, où donc allons-nous tous? Allons-nous sur des bords de silence et de deuil, échouant dans la nuit sur quelque vaste écueil, semer l'immensité des débris du naufrage? Ou, conduit par sa main sur un brillant rivage, et sur l'encre éternelle à jamais affermie, dans un golfe du ciel abordé rendormi? Vous qui nagez plus près de la céleste voûte, monde étincelant, vous le savez sans doute. Cet océan plus pur, ce ciel où vous flottez, laisse arriver à vous de plus vives clartés. Plus brillante que nous, vous savez davantage, car de la vérité, la lumière est l'image. Et l'homme, un jour, peut-être à ses destins rendus, retrouvera chez vous tout ce qu'il a perdu. Hélas, combien de fois, veillant sur ces cimes où notre âme plus libre a des vœux plus sublimes, beaux astres, fleurs du ciel dont le lys est jaloux, j'ai murmuré tout bas, que ne suis-je un de vous? Que ne puis-je, échappant à ce globe de boue, dans la sphère éclatante où mon regard se joue, jonchant d'un feu de plus le parvis du saint lieu, éclore tout à coup sous les pas de mon Dieu. Dans le limpide azur de ces flots de cristal, me souvenant encore de mon globe natal, je viendrai, chaque nuit, tardif et solitaire, sur les monts que j'aimais briller près de la terre. J'aimerais à glisser sous la nuit des rameaux, à dormir sur les prés, à flotter sur les eaux, à percer doucement le voile d'un nuage comme un regard d'amour que la pudeur ombrage. Je visiterai l'homme, et s'il est ici-bas un front pensif, des yeux qui ne se ferment pas, une âme en deuil, un cœur qu'un poids sublime oppresse, répandant devant Dieu sa pieuse tristesse, je sécherai leurs pleurs. Et quand l'œil du matin ferait pâlir mon disque à l'horizon lointain, mon rayon, en quittant leurs paupières attendries, leur laisserait encore la vague rêverie et la paix et l'espoir, et lassés de gémir, au moins avant l'aurore ils pourront s'endormir. Et vous, brillantes sœurs, étoiles, mes compagnes, qui du bleu firmament émaillez les campagnes, introduits sur vos pas dans la céleste chaîne, je suivrai dans l'azur l'instinct qui vous entraîne. Vous guideriez mon œil dans ce brillant désert, labyrinthe de feu où le regard se perd. Vos rayons m'apprendraient à louer, à connaître celui que nous cherchons, que vous voyez peut-être. Et noyant dans son sein mes tremblantes clartés, je sentirai en lui tout ce que vous sentez.